See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Good morning, Vietnam! I love the smell of napalm in the morning. You're gonna need a bigger boat. I feel the need for speed. La pépite du jour! Bonjour amis terriens et néanmoins cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 5 de la pépite du frisbee du jour. Aujourd'hui, la pépite absolue c'est Longlegs, un film de Oz Perkins qui est catalogué comme étant un film d'horreur, mais très honnêtement je préfère appeler cela un thriller, un des meilleurs thrillers que j'ai vu depuis longtemps. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot thriller et non pas horreur. Donc sans plus tarder, on y va, suivez-moi dans la salle de visionnage. Alors d'abord, comment je suis tombé sur Longlegs? C'est bien tout à fait par hasard, d'ailleurs ce qui est normal, puisque ma manière de procéder pour faire des vidéos, quelle que soit leur catégorie dans le projet, Chronique de mon canapé stellaire, et évidemment de procéder selon son envie. Voilà. Donc il n'y a pas d'urgence à absolument traiter un film qui vient de sortir, qui est sur les écrans, et faire une critique à chaud. C'est pas du tout le propos de cette chaîne. Cette chaîne, l'objectif principal est de faire partager un plaisir ou un avis négatif sur un film, quelle que soit son époque. Évidemment dans un cadre qui est déjà posé, puisque nous avons différents types d'approches, je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, nous sommes bien sûr dans un cadre très limité, qui est celui de la pépite et du frisbee du jour. Alors oui, bien sûr, il ne s'agira pas ici, de ce point de vue, de faire un vidéo-essai, donc d'analyser Longlegs, mais plutôt de faire partager une émotion, un propos et une impression sur ce film qui donne envie d'aller le voir. Soit au cinéma, soit en streaming. Donc il n'y aura pas de spoilers, si ce n'est des spoilers thématiques. Voilà. Alors dans cette approche, quand j'ai visionné Longlegs, je n'avais aucune information sur le film, mais absolument aucune. C'est pas toujours le cas bien sûr quand je visionne des films, mais ici c'était le cas. Je veux dire, je ne savais pas qui étaient les acteurs, qui était le réalisateur, de quoi il s'agissait. C'était catalogué film d'horreur, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'aimais bien l'affiche, celle qui est derrière moi. C'est l'une des multiples affiches, mais je trouve que c'est celle qui capture le mieux l'atmosphère du film. Voilà. Et quelle ne fut ma surprise de découvrir dès les premiers plans quelque chose de très très original. Alors oui, quand j'ai découvert cette originalité dans les premiers plans, je me suis dit, ah, c'est peut-être encore un truc arty, voilà, qui se touche le nombril. Mais en fait, au fur et à mesure que le film avançait, non, pas du tout. Il y a un propos à la fois esthétique et à la fois narratif dans cette approche du traitement purement cinématographique du film. L'utilisation des focales, notamment des focales larges, qui paradoxalement, par l'art du traitement de l'image, du positionnement des personnages, et surtout de cette musique, je reviendrai là-dessus plus tard, va créer, au lieu de créer une impression d'espace, va au contraire créer une atmosphère d'oppression et de claustrophobie très inhérente au propos du film, puisqu'il s'agit avant tout de la question de la perception, puisque le propos central de ce film, c'est la perception de la réalité. Est-ce que nous sommes dans la folie ou est-ce que nous sommes dans quelque chose où l'occultisme trouve toute sa voie? Alors évidemment, l'occultisme, c'est évident que c'est le propos du film, mais la dimension folie reste très, très présente. D'ailleurs, comment pouvons-nous séparer l'approche occultiste d'une forme de folie excessive dans la représentation de la réalité? Alors, de quoi s'agit-il? De quoi nous parle le film? Eh bien, ça commence par quelque chose que nous avons vu à peu près 100 millions de fois au cinéma, notamment depuis Le Silence des Agneaux, Silence of the Lamb, avec Jodie Foster, le film de Jonathan Demme, Jodie Foster et Anthony Hopkins, le fameux Hannibal Lecter. Donc oui, ça commence comme ça, une enquête sur un serial killer, mais ça commence pas tout à fait comme ça, parce que le premier plan du film est révélateur de quelque chose qui est de très intriguant, qui évidemment va poser les jalons de quelque chose qui s'apparenterait au classique film de Serial Killer Hunter, mais en réalité déjà le malaise est je ne vais pas spoiler, hein, dans l'esthétique et l'approche cinématographique de ces plans, qui sont en fait, on le découvrira plus tard, des flashbacks très importants, j'en dirai pas plus, déjà nous révèle quelque chose qui dépasse très largement le thriller de genre Serial Hunter, et puis
progressivement, nous rentrons à travers le suivi du personnage central, qui est un agent du FBI. Alors évidemment, on pense à Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. C'est d'ailleurs délibéré, parce que j'ai appris par la suite, parce qu'une fois que j'ai vu le film et que je veux faire une vidéo dessus, je vais quand même aller voir de quoi il s'agit. Et dans les interviews de Oz Perkins, qui s'avère être le fils d'Anthony Perkins, le fameux Norman Bates, et qui donc va nous apprendre qu'effectivement c'était délibéré, que la référence au silence des agneaux était délibérée justement pour amener un shift en cours de visionnage qui prend une forme de twist qui fait que non, c'est pas ça dont il s'agit, on va aller ailleurs. Et je trouve ça très très intéressant, très très bien fait. Alors, je ne savais pas non plus, je vais spoiler, mais la plupart des gens le savent maintenant, que le rôle qui est joué par Langlex, donc le serial killer, mais qui est plus qu'un serial killer, j'en dis pas plus, est joué par Nicolas Cage. Eh bien, je ne le savais pas. Hallucinant la prestation de Nicolas Cage dans cette espèce de créature, au visage totalement refaçonné par la chirurgie esthétique. Donc on se rend compte que la torture interne à ce personnage se traduit par un remodelage de son apparence physique, et qui n'est absolument pas exagéré, parce que ce genre de dérive existe hélas dans la réalité. La preuve. Wow. 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 Décidément, je vous comprendrai jamais vraiment, vous les humains. Vous êtes tellement plus beaux que nous et vous faites tous les efforts du monde pour chercher à nous ressembler. Tout ceci me fait trop penser à cette scène du chef-d'œuvre absolu de Terry Gilliam, Brasil. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Mother, I just wish you would stop interfering. I don't want promotion. I'm happy where I am. No, you're not. Jack Lint is a lesson to you. He doesn't have your brains, but he's got the ambition. You haven't got the ambition. Luckily, you've got me and the Deputy Minister. Mr. Helpman was very close to your Please, father. Mrs. Lowry, don't get upset. Mr. Lowry, please wait in reception. You're giving her wrinkles. You see? God. Just try and relax, Mrs. Lowry. I'll make you 20 years younger. Oh, Dr. Jaffe, you are a genius. Would you like to be Surgeon General? I know simply everybody. Well, they won't know you when I've finished with you. First, we remove the excess derma. So. Now the flaccid tissues under the eyes, forehead. See? Now, I lift the wrinkles and the worry lines right up into the wig, into the hairline. Now the template. There, now a bit of sticky. So. And already she's twice as beautiful as she was before. Voila. Oui, je sais, j'ai pas pu résister, j'adore ce film. Bref, revenons à nos moutons. J'adore cette expression. Et Nicolas Cage est hallucinant. Et en fait, j'avais pas remarqué du tout, j'avais pas vraiment lu le générique de départ, je sais même pas si il est crédité en tant qu'acteur. Et puis à la fin, quand j'ai vu le générique qui d'ailleurs arrive par le haut et pas par le bas, vous comprendrez une fois le propos du film compris, puisque vous l'aurez visionné, pourquoi cette inversion est importante. Et là, je me suis dit, waouh, Nicolas Cage. Alors évidemment, après, quand j'ai revu les séquences, je reconnais la voix de Nicolas, son jeu quelquefois outrancier mais maîtrisé, mais très honnêtement, pas du tout quand j'ai suivi le personnage qui restera, je pense, historiquement un des personnages de tordus les plus célèbres du cinéma. Je pense qu'il va rentrer dans les annales, j'en suis absolument convaincu. Voilà. De mon point de vue, Nicolas Cage est l'acteur le plus intéressant actuellement sur les écrans. Il y a avec bien sûr Matthew McConaughey qui explose l'écran lui aussi à sa façon. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui méritent aujourd'hui, en tout cas masculins, qui méritent aujourd'hui cette nomination, puisque à part ceux qui sont confirmés, qui se contentent de cabotiner et cachetonner, et puis les plus jeunes qui se contentent d'imiter des acteurs de référence, il n'y a pas beaucoup d'originalité aujourd'hui dans les jeux d'acteurs. En tout cas, aux États-Unis et à Hollywood en particulier, c'est une évidence.
Alors, revenons à Langlex et ce visage détruit par la plasturgie, la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. Bon, on voit bien qu'au-delà de la performance physique, il y a une explication qui est inhérente au propos du film. Hein. C'est un propos sur la perversion de la beauté humaine par Satan, un déferlement de pulsions qui va favoriser un déferlement de pulsions narcissiques, mortifères, autodestructrices. Satan est dans l'objectif obsessionnel et de détruire la beauté créée par Dieu, notamment la beauté inhérente et externe à l'être humain. Alors je ne vais pas spolier par encore un autre extrait, c'est déjà trop ce que j'ai fait, mais encore une fois, il faut rajouter au côté du jeu de Nicolas Cage visuellement la performance vocale, qui va également dans ce sens, c'est-à-dire le grotesque terrifiant. Un grotesque terrifiant. Je connais quelqu'un qui est absolument terrorisé par les clowns. C'est un peu la même chose si vous voulez. Il y a un côté clownesque, mais terrifiant dans le projet satanique. Et c'est le propos du film. Et puis il y a la mère, le personnage de la mère de l'agent Harker, Lee Harker, le personnage principal donc, qui symbolise, qui démontre bien ce propos, puisqu'elle va personnifier cette douceur, cette beauté intérieure que peuvent avoir les êtres humains qui vont être corrompus par Satan. À ce titre, chapeau à l'actrice Alicia Witt qui arrive vraiment à personnifier cette ambivalence, cette complexité de ce personnage. Alicia Witt, c'est un de ces visages qu'on va dire, ouais, je connais ce visage, je l'ai déjà vu. En fait, c'est une actrice qui a une très longue carrière, puisqu'elle a commencé jeune dans le Dune de David Lynch, déjà. Elle est également chanteuse, mais bon, elle gère sa vie personnelle de manière à ne pas être happée par le cinéma. À ce titre, elle joue dans des seconds rôles, elle peut avoir des rôles principaux, notamment à la télévision. Voilà. Parenthèse fermée. Si vous regardez ce film, observez bien l'évolution de ce personnage. Alicia Witt est tout simplement fascinante et arrive à traduire le propos profond de ce film. Et puis bien sûr, il y a le personnage de Lee Harker, donc l'agent du FBI, personnage central, excellemment joué par Malika Monroe, qui arrive à faire de ce personnage un personnage quasi autiste, c'est ce qu'on se dit dans la première partie du film, à la fois dans son relationnel aux autres, mais aussi dans sa manière de parler, de se relier à la réalité, à sa perception de la réalité, et puis je vais essayer de ne pas spoiler, on va vite comprendre que la dimension psychanalytique, psychologique n'a rien à voir et que son état mental, son état d'être est déterminé par autre chose. Je n'irai pas plus loin. Tout comme ce qu'en pense être un don de clairvoyance, de prémonition, de rapport à la réalité, qui en définitive s'explique aussi par cette autre chose que je ne vais pas spoiler. Et puis, bien sûr, le look du personnage, qui s'apparenterait presque à celui d'une mormone, d'ailleurs, je pense que c'est voulu, vous comprendrez contextuellement ce que je veux dire par là. D'ailleurs, l'actrice, Malika Monroe, va passer la plupart des interviews à démontrer que c'est une personne extrêmement sexy et qu'elle ne ressemble pas à ce personnage. Malika Monroe, franchement que je pense avoir une vraie carrière devant elle si elle fait les choix adéquats. On l'a vu dernièrement dans l'excellent God is a Bullet de Nick Cassavetes, le fils de John Cassavetes, et puis aussi Watcher, pour ne citer que cela. Une carrière à suivre donc. Donc ce film n'est pas un film d'horreur, c'est un espèce d'exercice de style sur la notion du film d'horreur, mais qui paradoxalement ne produit pas d'effets visuels, pas d'effets de slasher, de gore, etc. Tout est pas de jump scare, comme vous aimez dire. La violence est suggérée, même si évidemment il y a des images un peu fortes. C'est un thriller, un vrai thriller, qui synthétise les atmosphères des films d'horreur pour en faire un propos esthétique en soi. C'est extrêmement bien réussi, je pense. Et c'est aussi une mine de citations de films, qui ne sont pas trop appuyées. C'est surtout des citations aux ambiances visuelles et atmosphériques de ces films. Donc on peut retrouver évidemment Amityville, Le Silence des Agneaux, je l'ai déjà dit, mais également Annabelle, Curse, qui est un film japonais que je vous invite vraiment à découvrir, assez effrayant. Évidemment l'univers de Clive Barker, que moi j'adore. Mais je pense que la référence la plus évidente, eh bien c'est True Detective, en tout cas la saison 1 de True Detective, sur la référence à King in Yellow, peut-être maléfique, issu du paganisme, dont je pense en reparler bientôt dans une vidéo, parce que je pense faire un vidéo essai consacré aux différents volets des saisons de True Detective, donc on en reparlera à ce moment-là, bien entendu. Mais ça m'a fait aussi penser à une de mes séries cultes, Millennium de Chris Carter, injustement arrêtée au bout de 2 saisons, je crois. Magnifique
introspection à base d'agents du FBI, etc., autour de la notion du mal investi dans le rapport à la réalité contemporaine, qui pousse un petit peu plus loin l'aspect sombre que X-Files. C'est sans doute d'ailleurs pour cela que ça a été arrêté beaucoup trop tôt. C'était trop tôt également pour la télévision de l'époque. Mais l'autre référence maléfique, satanique de Langlegs, c'est pas Satan en tant que tel, c'est Baphomet, ce démon très très puissant qui se nourrit de la pureté des êtres humains et notamment à qui on sacrifie les enfants dans des rituels sataniques. On retrouve ce propos dans Langlegs, bien sûr, et aussi le symbolisme qui tourne autour de Baphomet, notamment les symboles directement liés à cette entité. D'ailleurs, le film fourmille de références en forme d'œufs de Pâques. Alors, généralement, les œufs de Pâques, c'est des références à autre chose, mais ici, ce sont des références de symboles éparpillés dans le film, qu'on arrive à percevoir de manière consciente ou inconsciente, ce qui va, dans les deux cas, faire une traduction de ma lettre. Et au deuxième visionnage du film, on voit les choses de manière un peu plus claire. Très, très intéressant comme manière de créer une ambiance en distillant ici et là, de manière subliminale, ce genre de symbolique ésotérique, occulte et satanique. Alors, un film que je vous recommande vivement de voir, donc extrêmement intéressant esthétiquement, d'atmosphère, le jeu des acteurs, la mise en scène, la lumière, la photographie, etc., etc., etc. C'est un véritable puzzle que je vous invite à reconstituer à travers au moins 3 visionnages du film, même si, bien sûr, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas la perfection. Il demeure un bémol qui, de mon point de vue, est de taille, à savoir le final, la fin du film, que je ne vais pas spoiler, mais qui recèle suffisamment de frustration, qui amenuise un petit peu l'impact qu'aurait pu avoir ce film, en tout cas pour des cinéphiles aliens comme moi. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous invite à le voir ardemment. Alors, il faut le voir seul, ou avec des gens qui ne parlent pas à côté de vous, en ayant éteint les lumières et de préférence très très tard la nuit. Mouchetek. Eh bien moi, j'ai pas aimé, j'ai eu trop peur, et en plus j'ai rien compris. Vous l'avez compris, c'est l'heure du frisbee du jour. Alors, ça commence par la séquence d'ouverture où il faut sauver la princesse Léa. Et puis, on se retrouve dans une planète désolée où Mad Max rencontre des enfants. Par la suite, va se constituer un groupe de personnages intergalactiques extrêmement diversifiés et il y aura même Wall-E parmi eux. C'est bien sûr, je ne vous les présente plus, les Gardiens de la Galaxie 4. Je déconne bien sûr, vous avez compris que tout cela n'a rien à voir avec tous ces grands films. C'est juste pour démontrer que nous rentrons dans un univers des plus farfelus et surtout des plus stupides. Je parle bien sûr de Borderlands et donc ce frisbee va voltiger au ralenti parce que je vais prendre mon temps pour exprimer ma colère sur cette tendance de la stupidité. You stupid kid! What if I walked in here barefoot? You did, Dad. De la stupidité qui malheureusement consomme des millions et des millions de dollars pour se faire. On y va, c'est le frisbee du jour. Vas-y, bouffe, mon chien, bouffe, c'est de la... Pardon. Alors oui, Borderlands c'est quoi? Eh bien c'est une adaptation par le tâcheron Eli Roth, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, d'un jeu vidéo, plutôt d'une saga sous forme de jeu vidéo, qui s'appelle aussi Borderlands bien sûr, et qui va démarrer en 2009, 2008, je sais plus, et donc arriver à
comment dirais-je, faire une expansion d'univers avec une myriade de personnages qui vont apparaître d'une saison à l'autre. Je sais pas si ça s'appelle comme ça dans les jeux, mais en tout cas c'est une saga qui est extrêmement complexe. Moi je ne suis pas un joueur de jeux vidéo, mais je peux comprendre le génie qui peut se cacher dans la conception de ces jeux-là, que ce soit au niveau technique bien sûr, mais je suis pas compétent là-dessus, mais surtout au niveau graphique. Alors du point de vue graphique, écoutez, moi Borderlands, j'adore le graphisme dès les premiers, hein, ce choix dans comics, hein, d'en faire une espèce de look de BD interactive, je trouve ça génial. C'est pas le seul jeu à l'avoir fait bien sûr, je pense, mais j'aime beaucoup cela. Et puis aussi dans les jeux vidéo, il y a quand même des gens qui travaillent sur les scénarios, sur l'écriture de la narration, qui sont des vrais geeks, qui vont puiser dans leur culture à la fois comics, séries TV, cinéma, art, etc. Et qui vont arriver dans certains jeux vraiment à des choses extrêmement abouties. Et je pense que d'un point de vue narratif, d'après ce que j'ai vu, Borderlands, la saga jeu bien sûr, est extrêmement intéressante et extrêmement touffue et complexe. Ce qui bien sûr me fait dire que c'est pratiquement, en tout cas dans sa totalité, inadaptable au cinéma. Le format le plus adéquat, je pense, ça aurait été plutôt une série, hein, une série TV, un petit peu comme ça a été fait pour The Last of Us ou encore Hello. 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 Oh no. Oups, désolé, c'était moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. N'importe quoi, c'est la dernière fois. Ok, ça va, on va pas en faire tout un fromage, comme ils disent, le truc qui pue là. Marre de ce robot, enfin bref. Alors, j'en étais où? Ah oui, l'adaptation donc des jeux vidéo Hello et Last of Us, pour parler que de cela. Et dans les deux cas, de mon point de vue, c'était réussi. Parce qu'il ne s'agit pas juste de transférer un jeu vidéo à l'écran, cinéma ou TV, mais il s'agit de le transcender, c'est-à-dire d'en faire quelque chose qui ne soit plus, bien sûr, interactif. Parce qu'est-ce qui fait l'intérêt du jeu vidéo? C'est l'interactivité. C'est-à-dire que le joueur va pouvoir interférer dans l'avancée narrative, dans le sort des personnages, dans la quête qu'on lui soumet, etc., etc. Et de ce point de vue-là, au cinéma, bien sûr, ce n'est pas possible. Puisque la définition même du spectateur ou téléspectateur, c'est la passivité. Même si, bien sûr, on peut s'investir d'un point de vue, comment dirais-je, psychologique dans l'histoire, en s'identifiant à l'un ou à plusieurs personnages. Mais c'est ça qui fait la différence entre un bon film et un mauvais. C'est cette capacité à happer le spectateur à l'intérieur de l'histoire pour qu'il en fasse émotionnellement sien le destin des personnages ou du personnage principal. Voilà. Alors inutile de vous dire, bien sûr, que Borderlands, c'est une immense, gigantesque, galactique catastrophe. Allez, on va voir pourquoi. Alors évidemment, la première grosse erreur, c'est d'avoir confié la production et la mise en scène à ce tâcheron, je répéterai jamais assez le terme, d'Eli Roth. Hein. Je sais pas comment il a pu arriver à ce stade de reconnaissance publique. Hein. Le gars est juste nul. En comparaison, Zack Snyder serait un Orson Welles à côté de lui, voilà. Alors évidemment, il s'est accoquiné avec Quentin Tarantino, ce qui a dû lui ouvrir pas mal de portes et de fenêtres. Ce gars se prend pour Sam Raimi, hein, période Evil Dead, et là, sur Borderlands, il est évident qu'il se prend pour James Gunn, voilà. Mais il n'a ni la culture, ni la compétence, ni l'intelligence de ces deux gars-là. Et donc, il nous pond une bouse. Comme toutes les bouses qu'il a réalisées depuis le début de sa carrière. Donc, de ce point de vue-là, Borderlands, on a l'impression qu'il a été écrit et réalisé par un gamin de 9 ans pour des spectateurs de 9 ans. D'ailleurs, il le dit lui-même. When I go to the theaters and I have popcorn, I want to be a 9-year-old kid again. You know, just looking at the big screen, not judging it. I don't look at it as a director. I don't look at it as a critic. I just want to turn off my brain and be entertained by a story. Moi, j'ai toujours aimé les artistes, les réalisateurs, les écrivains, les musiciens, tout ce que vous voulez, qui revendiquent ce lien avec leur enfance, leur adolescence, mais à condition, bien évidemment, d'exploiter cela d'un point de vue adulte, c'est-à-dire de le transcender et de ne pas rester dans des niaiseries destinées à des niais. You stupid kid! Ah, c'est souvent ce que j'ai envie de faire moi-même en voyant toutes ces misères que vous produisez actuellement avec un tel gâchis de moyens, gâchis d'argent, mais surtout gâchis de potentiel, gâchis de franchise, gâchis de superbes idées. Tout cela parce que l'incompétence est au pouvoir aujourd'hui chez vous. Oui, j'ai envie de faire cela bien souvent, mais j'ai pas assez de doigts, donc ce sera pas efficace.
Alors oui, Borderlands, quel gâchis en l'occurrence, comme je l'ai dit, l'univers du jeu est une saga qui recèle énormément de potentiel, de lieux diversifiés. Le jeu est lui-même multiréférentiel au cinéma, évidemment, on y retrouve Starship Troopers, Mad Max, notamment le 2 et le 3, on y retrouve Star Wars d'une certaine manière, enfin tout l'univers galactique que nous a habitué le cinéma des années 70 jusqu'aux années 90, avant de se mettre en boucle, et également de multi-références à des comics, à des BD, tout en transcendant tout cela, tout en faisant quelque chose d'original, de profondément original. Donc ce sont des références sous forme de clin d'œil et d'hommage. En tout cas, moi, ce que je vois dans les graphiques, mais aussi dans le développement scénaristique du jeu, tout en créant donc des personnages très riches, spectaculaires, originaux, mais aussi attachants. Et qui permettent donc au fur et à mesure que le joueur avance dans les différentes parties du jeu, dans la saga, de pouvoir rencontrer des nouveautés d'action, des nouveautés de personnages, des nouveautés interactives qui vont enrichir de plus en plus ce jeu extraordinaire, enfin de mon point de vue, même si je ne suis pas un joueur. Mais je me suis bien penché sur la question. Donc voilà, donc impossible, je pense, bien sûr, de l'adapter en un seul film. Il aurait fallu pour cela développer une franchise à la Star Wars, bien sûr, en faisant en sorte que Disney n'y soit pas associé. Where the fuck is Bob Iger? Bon, elle me fait peur, cette bonne femme. Mais bon, on n'en est pas là, et à mon avis, on n'en sera pas là, à moins d'imaginer un reboot, ce dont je doute, puisque le film, bien évidemment, est un flop total, un flop commercial, un flop critique, un flop de retour de spectateurs lambda, mais aussi et surtout des fans du jeu. Bref, Eli Roth est un véritable tâcheron. Tout est construit, tout est écrit, tout est mis en scène dans ce film, comme si effectivement c'était un gamin de 9 ans qui était aux commandes. Un gamin de 9 ans sans culture, parce qu'il y a des enfants qui, j'ai remarqué sur votre planète, qui arrivent très largement à dépasser leur statut d'âge pour incorporer un véritable corpus culturel. Voilà, ça c'était au cas où je serais accusé de faire une forme de racisme anti-enfant. Par les temps qui courent sur votre planète, faut faire attention. Alors, puisque je parlais des personnages du jeu aussi riches et aussi diversifiés qu'ils l'étaient, évidemment, dans les jeux de cette nature, ils ont des personnalités, ils ont une manière de parler, une manière d'exister, qui ont fait un mix entre la BD et le cinéma. Donc, de ce point de vue-là, quand vous adaptez des jeux aussi construits en termes de personnages, il faut faire vachement gaffe au choix des acteurs. Et là encore, c'est un gamin de 9 ans qui a choisi les acteurs et actrices. Donc, le premier gros problème du film, c'est une méga erreur de casting. Jamais je n'ai vu des acteurs aussi mal à leur place. Et d'ailleurs, pour les deux principales actrices, Jamie Lee Curtis et surtout Cate Blanchett, on voit bien qu'elles se demandent ce qu'elles foutent dans cette galère galactique. D'ailleurs, elles sont toutes les deux beaucoup trop vieilles, beaucoup trop âgées. Attention, je ne fais pas de racisme anti-vieux non plus. Pour les personnages, d'ailleurs, on va voir les personnages principaux qu'elles sont censées jouer, n'ont strictement rien à voir. Donc pourquoi est-ce que Eli Roth a choisi ces deux actrices? Eh bien parce qu'elles sont fortement bankable, et puis ça donne, notamment sur le choix de Cate Blanchett, ça donne un cachet un peu sérieux à cette œuvre minable qu'il a réussi à nous pondre. Voilà, Cate Blanchett est une très grande actrice, mais qui, dans le registre, ne fonctionne pas. Elle n'est pas faite pour ce type de blockbuster, soi-disant blockbuster. Ça ne va pas, les scènes d'action ne marchent pas, elle n'est pas faite pour ça, et on voit très bien qu'elle est mal à l'aise. Par ailleurs, la direction d'acteur est absolument sidérante par son ineptie. Je veux dire, les règles de base cinématographiques ne sont pas du tout respectées. Vous avez déjà vu des films de débutants, quand l'utilisation du chant contre chant, qui est souvent nécessaire, fait que les acteurs ont l'air de réciter leur part pour une raison qui est toujours un problème à gérer, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas en direct, surtout quand vous disposez que d'une seule caméra. Là, évidemment, ils pouvaient utiliser 2-3 caméras sur une scène interactive, mais je pense que l'utilisation du fond vert ou du fond bleu, en fait tout l'attirail qu'il y a autour pour les incruster par la suite dans un décor planétaire, fait que c'était pas possible. Et du coup, vous avez intérêt à être sacrément bon et que vos acteurs prennent cela en considération. Et ici, ça fonctionne pas. On aurait dit une pièce de théâtre de fin d'année d'école primaire. Et puis il y a le très mauvais Kevin Hart, moi qui n'a jamais réussi à me faire rire dans aucun de ses films. Même quand il fait du stand-up, j'ai toujours l'impression que c'est par politesse que les gens rigolent. Bref, là, il nous la joue pour rentrer dans le personnage. Là, en parlant d'erreur de casting, c'est méga erreur de casting. Donc il a perdu du poids, c'est un peu musclé pour rentrer dans la peau, si je puis dire, du personnage. Mais ça ne fonctionne pas, c'est pas crédible.
C'est absolument pas crédible. Et puis, quand il fait de l'humour, évidemment, les dialogues sont tellement écrits par un bêta que l'humour tombe à plat à chaque fois. D'ailleurs, la scène d'ouverture où il sauve la princesse Léa à bord du vaisseau prison, je voulais dire, où il va sauver Tiny Tina, hein, jouée par Ariana Greenblatt, qui est juste insupportable, presque aussi insupportable que l'autre de chez Disney. Yeah. Weird. Mais la méga cerise en ferraille sur le gâteau qui tombe à plat, qui est ce film, c'est bien sûr Jack Black, donc qui double le personnage du robot, très présent dans le jeu bien sûr, mais ici doté d'une personnalité à cause de Jack Black et de son humour complètement stupide, de plus en plus stupide. Hein, donc Jack Black, depuis qu'il grossit, il grossit en bêtise aussi, parce on est très très loin du Jack Black du début de sa carrière, hein, avec cet humour incisif, spontané. Maintenant, il se contente de ressucer des recettes qu'il a lui-même créées, mais ça tombe à plat à chaque fois. Et c'est toujours au niveau du pipi, caca, comme d'ailleurs tout le film. Hein. Encore une fois, écrit par un enfant de 9 ans. Bêta. Jugez vous-même. What? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. I can. I really can. God! Why would you do that, dude? Because poop is funny. Un youtubeur américain a fait une petite vidéo assez intéressante pour justement comparer la prestation des acteurs, leur voix, la manière dont leur personnage vit et les personnages tels qu'ils ont été développés dans le jeu. C'est très très parlant. Enfin, ça résume bien tout ce que je viens de vous dire. God, I hate this planet. I saw the vaults. Connected somehow, part of something bigger. Well, destiny awaits. Jack just lost his only way to awaken the warrior. We got the vault key, but this isn't over yet. We gotta find Jack and take him out. Time to make it rain! With your body parts! Ooh, mine's bigger. All around the stack, just plants. The stalker chased the bandit. The stalker thought 'twas all in fun. Pop! Goes the bandit. I needed a gun! Hire a new ventilator. This lab smells of bacon. Bacon is for sycophants and products of incest. Step aside, bitches! What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. We're doing something very different than your average action shooter here with... Seriously? Your arm's tired? I played the Duke of Buckingham and Richard III with Ian McKellen, ass. This is Bush League. As you've no doubt seen, we're... What the I rest my case. Plaidoirie terminée. Alors, oui, conclusion. On est fatigués et en colère, nous autres les vrais cinéphiles, amis terriens et néanmoins cinéphiles, vous savez de quoi je parle, de cette hémorragie de stupidité, de conneries, comme vous dites, d'autosuffisance, mais qui bouffe énormément d'argent, énormément de moyens, donc qui s'auto-alimente quelque part, de manière comme un gros gamin hyper gâté, sûr de lui-même et qui fera un adulte encore plus hyper gâté et encore plus sûr de lui-même. Voilà. Eh bien écoutez, Borderlands aurait pu être quelque chose de vachement bien trouvé. Le jeu, comme je l'ai dit précédemment, recèle énormément de potentiel. Peut-être qu'un jour quelqu'un s'y collera, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez aller vers une réussite cinématographique, je ne sais plus comment on dit vu que c'est une production Netflix, allez vers Space Sweepers, que je recommande, mais que vous devez connaître, que je recommande énormément pour exactement utiliser toutes les facéties, mais de manière hyper intelligente, et surtout, ce qui ne se prend pas au sérieux, et ça en fait un super film de divertissement, Space Sweepers. Vous allez voir le ratage qu'est Borderlands Daily Road, comparé à ce petit bijou, Space Sweepers. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous dire mouche-tech, et au prochain Frisbee et surtout pépite du jour. Je veux quand même rajouter un mot, si vous permettez. Je trouve que Borderlands, et notamment le personnage du robot joué par Jack Black, est du racisme anti-robot. C'est du racisme anti-robot. La manière dont nous sommes dépeints est inexcusable. Vive les robots, vive les robots.